je reviens un petit peu dessus, ce sont des postures, des attitudes, des mouvements, des mimiques que le chien effectue pour pour communiquer avec nous. Alors, cela peut être pour se calmer d'une situation stressante. Le chien n'est pas à l'aise, donc il va émettre des signaux pour s'auto-apaiser. Il peut aussi les émettre pour contrôler un trop-plein d'excitation. C'est-à-dire que ça peut être une émotion un petit peu positive. Un chien est très excité et il va émettre un petit peu des signaux d'apaisement. Ça peut être aussi pour communiquer un petit peu un malaise, un stress, un inconfort, mais aussi pour exprimer ses intentions pacifiques. Ça veut dire qu'il ne cherche pas le conflit. Le chien peut les émettre aussi pour calmer un individu qu'il sent stressé. Ça peut être un humain, ça peut être un chien, d'accord. Et puis aussi, on oublie souvent, mais ça peut être quelque chose qui n'est pas vivant. Par exemple, une poubelle. Le chien qui va sortir de chez lui, va voir une poubelle, ça va le surprendre et il peut émettre ces signaux d'apaisement. Alors, j'ai décidé d'en décrypter quelques-uns afin de vous faire voir un petit peu comment les interpréter, et ceci en fonction du contexte. Ça, c'est important. Il y a les émotions de notre chien à un moment donné, mais c'est lié à une situation, à un contexte. D'accord ? Alors, par exemple, on a le chien qui va se mettre à bâiller. Le bâillement, c'est un signal d'apaisement en dehors du bâillement que l'on connaît. C'est-à-dire que nous, quand on se réveille, on bâille. Le chien qui va sortir de son panier va bâiller. Mais en dehors de ce contexte-là, quand le chien bâille, c'est souvent un signal d'apaisement pour détendre l'atmosphère. Alors, pour vous donner un exemple, le chien est paisiblement calme dans la cuisine, et puis là, vous avez des enfants qui vont rêver, qui vont chahuter, et puis ils vont se disputer. Une grosse dispute éclate entre les enfants. Et là, vous allez pouvoir voir et analyser votre chien. Il va se mettre à bâiller. Et en fait, c'est pour un petit peu détendre l'atmosphère, parce que le chien, souvent, on dit que c'est un buvard à émotions, et il va prendre cette émotion négative. Et donc, du coup, il va se mettre à bâiller pour évacuer un petit peu tout ça. Dans un autre exemple, complètement différent, on a par exemple le chien qui peut bâiller. Par exemple, vous avez des invités, des amis qui arrivent, le chien reconnaît les amis, puis il est tout excité et tout, il va voir, il est content, il saute. Et puis au bout d'un moment, il va se mettre à bâiller, et là, c'est pour contrôler un trop-plein d'excitation dans ce cas-là. Donc, c'est important, vous avez deux signaux d'apaisement, mais qui vont signifier deux choses différentes, deux émotions différentes. Un autre signal d'apaisement, c'est par exemple, et celui-ci, il faut bien un petit peu le regarder, c'est le chien qui va sécher la truffe. Alors, vous pouvez avoir un léchage de lèvres un peu rapide, ou carrément aller directement sur la truffe. Alors, celui-ci, il faut bien le reconnaître. Ça signifie pour le chien une situation souvent inconfortable. Il tente fortement de nous dire quelque chose. Alors, quand est-ce qu'on peut le retrouver, ce signal d'apaisement? Par exemple, vous emmenez votre chien chez le vétérinaire, il attend en salle d'attente, des émotions. On ne peut pas dire qu'il soit forcément à l'aise. Certains chiens, ils vont avec, ils sont très contents, mais pour la plupart du temps, c'est un peu comme nous aller chez le dentiste, on n'y va pas avec la banane. Mais voilà, on n'aime pas trop. Donc, le chien, souvent, il n'est pas dans une situation confortable. Et au moment de monter sur la table, au moment que ça va être l'injection, vous allez voir que le chien va se lécher la truffe. Et là, c'est bien à vous, excusez-moi, c'est bien à vous de dire peut-être au vétérinaire ou à la personne qui tient votre chien, de dire « Ah, mon chien là, il n'est vraiment pas bien du tout. Il se lèche la truffe, il y a vraiment quelque chose qui le dérange. » Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que le léchage de truffe, c'est le dernier signal d'apaisement qui va après générer une morsure. Alors attention, je ne dis pas parce qu'il se lèche la truffe qu'il va mordre, je dis que c'est le dernier signal, parce qu'il y en a d'autres associés. Il peut tourner le regard, il peut tourner la tête pour signifier qu'il est vraiment inconfortable. Donc j'insiste bien sur le signal d'apaisement, la langue, que c'est le dernier avant une morsure, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il se lèche la truffe qu'il va mordre. Donc, ce qui est important dans ce cas-là, c'est de faire attention à ce signe et de modifier cette situation-là pour votre chien. Souvent, je pense que c'est important de dire au vétérinaire ou à l'assistante vétérinaire qui tient votre chien, de dire là, il se lèche la truffe, il n'est vraiment pas bien, est-ce qu'on peut faire une pause, un break? Faites-le descendre de la table. Souvent, vous allez voir, il va se secouer un autre signal d'apaisement parce qu'il n'est pas bien. Et prendre ce temps-là
parce que ce qui est important en éducation, c'est de savoir lire un chien et l'écouter pour jamais, jamais, jamais qu'il aille jusqu'à la morsure. Et ça, c'est notre responsabilité de connaître notre chien, l'individu avec lequel on vit, pour justement le mettre toujours dans des situations confortables. Alors, par exemple, j'en ai choisi un autre. Le chien qui va un petit peu, vous savez, ils font comme ça, ils tournent le regard. C'est un peu dur à voir. Ils tournent la tête et puis des fois un petit peu le corps entier. Et ça, c'est pour exprimer leurs intentions pacifiques. Hein. Par contre, là, ça, on le voit souvent lors de rencontres de chiens ou à distance, hein, quand vous êtes avec votre chien, vous allez voir, il peut tourner la tête pour dire à l'autre copain, enfin l'autre congénère, je suis pacifique, je suis cool, on est amis. Voilà, hein, c'est une communication qui est un peu à distance ou même plus proche. Donc, de le fait que le chien il détourne la tête. Ça veut dire qu'il ne veut pas de conflit, il veut simplement venir jouer. Alors, un autre signal d'apaisement qui est intéressant, c'est le chien qui, lors de balades, renifle le sol. Alors, renifler le sol, c'est un besoin naturel chez le chien parce que le chien vit dans un monde d'odeurs. Hein, donc, ils ont besoin un petit peu de… Souvent, on dit qu'ils relèvent leur courrier, etc. Justement, ils vont prendre des shoots d'odeurs, analyser dans l'environnement dans lequel ils sont. Et ça, c'est important de les laisser faire. Hein. On ne dispute pas un chien qui renifle le sol. Cependant, on peut voir un chien qui va émettre des signaux d'apaisement. Par exemple, vous vous promenez et puis d'un seul coup, il y a un bruit de marteau-piqueur. Et puis le chien va se mettre à renifler le sol. Et dans ce contexte-là, cela veut dire que le chien en fait, va se faire tout petit un peu. C'est un peu dire au marteau-piqueur, faites pas attention à moi, je fais juste que passer, etc. Donc, c'est un signal d'apaisement. Hein. C'est simplement pour passer très discrètement. Un autre signal d'apaisement, ça va être aussi le chien qui se secoue. Par exemple, on voit ça beaucoup sur le petit chien. On a l'exemple du vétérinaire, par exemple, le chien qui va descendre de la table et qui va se secouer pour chasser le stress. Pour les petits chiens, souvent, c'est des chiens qui sont pris dans les bras. Et la maîtresse caresse le chien parce qu'elle lui fait des câlins, elle est bien avec son chien. Et puis, Kiki dans les bras, au bout d'un moment, on va le poser. Et vous allez voir que le chien, il se secoue. D'accord. Eh bien, c'est pour un petit peu calmer une situation que lui, il a trouvée stressante, une situation tendue. Et en fait, il va un petit peu chasser ce stress. Vous allez voir que nous, les humains, on a beaucoup besoin de faire des câlins à nos chiens. On les enlace, on les embrasse, etc. Et les chiens subissent beaucoup, beaucoup de nous. Et souvent, vous allez voir que lorsque vous faites un câlin à votre chien, eh ben, il vous fait un signal d'apaisement parce que ce n'est pas quelque chose qui est forcément confortable pour lui. Je vous l'accorde que certains chiens viennent réclamer des câlins. Je ne dis pas que c'est tous les chiens qui n'aiment pas. Mais si je prends l'exemple, par exemple, de ma chienne, mis à part les clients, des fois, viennent la caresser. Je dis souvent, elle est mal polie, elle leur met des vents parce qu'elle n'est pas très câline, en fait, avec les personnes étrangères. Hein. Mais le côté câlin, etc., ça fait vraiment partie de nous, pas des chiens. Je n'ai jamais vu des chiens se faire des câlins, enfin, des chiens qui ne se connaissent pas, hein, mis à part des chiens qui vivent ensemble, mais en tout cas, à l'extérieur, ils jouent, ils se courent après, mais voilà, il n'y a que l'humain qui a besoin de ça. Alors, un autre signal d'apaisement que vous pouvez voir sur votre chien, le but de parler des signaux d'apaisement, hein, ce qui est important, c'est vous d'apprendre à analyser votre chien, de savoir ce qu'il dit, afin d'agir en conséquence. C'est ça qui est important avec nos chiens. C'est de se dire, bah, tiens, mon chien, là, par exemple, il vient de lever la patte. Ça veut dire quoi? Pourquoi mon chien il lève la patte? Alors, mis à part le check qu'on peut leur apprendre, mais pourquoi mon chien il lève la patte? Alors, si par exemple, je suis en train d'interagir avec lui, que je vais un petit peu le surplomber, je vais faire alors, je viens de dire quelque chose, je ne suis pas très contente, etc. Le chien peut lever la patte justement pour nous demander d'arrêter d'être un petit peu en colère. D'accord? Donc ça, ben, je vais le prendre en compte et puis je vais faire OK, c'est bon, tu as compris, je vais modifier mon comportement. Je ne vais pas insister dans cette dynamique-là. Donc, ça peut être aussi, par exemple, votre chien, il est avec des copains et puis vous avez certains chiens qui sont vraiment
il débat, il court, et vous avez votre chien qui va lever la patte comme ça. Bah, tout simplement pour demander une approche plus calme, plus posée du congénère, parce que votre chien peut se sentir un petit peu menacé. Donc, en fait, il exprime tout simplement son inconfort à un moment donné. Donc, ce que je vous décris, ces petites postures, ces mimiques, ces regards, c'est à la fois, et ça j'insiste bien, pour le chien, c'est pour soit s'auto-calmer lui-même, d'accord? C'est soit pour exprimer ses intentions pacifiques par rapport à quelqu'un d'autre, pour calmer un congénère, d'accord? Ou calmer l'humain. Hein. C'est pour ça qu'il est important de savoir lire son chien. J'insiste vraiment beaucoup là-dessus, parce qu'on a beaucoup de problèmes de relation entre l'humain et le chien, tout simplement parce que l'humain ne sait pas lire un chien. Alors, je vais vous parler un petit peu de la position de la queue. Je vais essayer de faire des raccourcis pour vous. Le chien qui a la queue, vous savez, entre les pattes, voire même qui touche le ventre, c'est un chien qui est vraiment pas à l'aise, qui est très anxieux. Hein. Donc, il n'est pas serein du tout. Donc, quand vous avez un chien, votre chien qui se met dans cet état-là, c'est important de le sortir de ce contexte-là. On ne laisse pas un chien, par exemple, souvent les gens ils pensent « Ah, mais il a peur, mais c'est parce qu'il a peur, c'est pas dangereux en fait. » On va plus réagir sur un chien qui va être agressif, etc. Mais forcément, un chien qui ne va pas s'exprimer, eh ben, on va se dire ouais, il va s'habituer. Pas du tout, hein, il ne s'habituera pas. Vous avez un risque de morsure. Hein. Moi, si j'ai peur de quelque chose et qu'on me laisse face à ma peur, ça ne va pas s'arranger. Hein. Justement, je vais au bout d'un moment me dire bah, si personne n'est là pour m'aider, je vais réagir. Donc, c'est pareil. Un chien qui a peur, etc., modifier, partez, hein, le chien n'est pas bien, mais changer de contexte, changer le contexte. Alors, on a le chien qui a la position un petit peu la queue en l'air. Alors, souvent on dit que le chien est en mode attaque. Alors, j'aime pas trop ce mot parce que dans l'esprit des gens, ça veut dire que le chien il va attaquer. Non, il est en alerte. C'est pareil, il faut faire attention à ça aussi. Hein. La position de la queue la plus sereine, c'est vous avez le bassin et la queue, elle est au niveau du bassin, elle bat, elle est calme, elle est posée. Ça, c'est le chien qui est à l'aise et qui n'est pas dérangé par l'environnement. Voilà. Donc là, c'est le chien idéal. Hein. Donc, ce qu'il faut apprendre aussi quand vous êtes avec votre chien à l'extérieur, c'est de regarder les autres congénères au loin. C'est-à-dire, vous avez un congénère qui a la queue claque, droite, le corps tonique, tendu. Vous n'allez pas lâcher Kiki, dire bon, on verra bien ce qui se passe. D'accord? Donc, le chien, déjà, à l'extérieur, quand je l'analyse, je me dis bon, un peu tendu, lui. Hein. Peut-être pas la peine d'aller lâcher votre. Quand il faut prêter attention à ces mouvements de queue. Quand les chiens ont eu une codectomie, c'est-à-dire qu'on leur a coupé la queue, vous pouvez remarquer qu'ils accentuent les mouvements de bassin. Souvent, dans ma chienne, Guess, alors j'ai un berger australien qui a 9 ans, qui a eu la queue coupée à la naissance. En fait, je m'amuse à dire qu'elle fait la lambada parce qu'elle accentue vraiment son bassin parce qu'il manque la queue dans la communication et elle est très importante, la queue. Par exemple, les races, les Akita, eux, quand la queue elle est droite en l'air, c'est naturel, le chien est détendu. Hein. Donc, c'est pareil, il faut un petit peu regarder les postures, les regards, les mimiques, le contexte, hein, pour pouvoir nous dire et analyser notre chien et savoir nous interagir en fonction de l'état émotionnel de votre chien. Ce qui est important, c'est cette lecture-là est importante afin que vous puissiez vous ajuster votre comportement. Hein, parce que le chien, il ne peut pas parler comme nous. Hein, il ne peut pas nous dire là, je ne suis pas à l'aise, etc. Pourquoi je vous dis ça? Alors, moi, j'ai peur des rats. C'est phobique chez moi. Alors, je ne me dis pas non plus que je vais partir en courant. Si le rat est dans une cage, ça ne me dérange pas trop. Mais enfin, déjà à distance, je commence déjà à exprimer mon mal-être en disant j'aime pas trop. Mais si là, on me dit, bah, tiens, Marlène, tu as peur des rats, eh ben, on va t'habituer aux rats. Donc, voilà. Donc, on va m'habituer aux rats. Oui, moi, je veux bien. Si on reste dans sa cage et moi sur le canapé, je veux bien. Mais si après, on prend le rat et qu'on l'amène vers moi, je ne suis pas sûre de ma réaction. Hein. Peut-être que si le rat, il se met à bouger, etc., bah, je peux paniquer, voire me défendre, c'est-à-dire attaquer. D'accord? On met une claque au rat. Je peux fuir, hein, partir en courant et me figer.
Et ça, dans les comportements de peur, c'est important de venir en aide à votre chien et de ne pas l'exposer en pensant que ça va passer, qu'il va s'habituer. C'est stupide de penser ça, parce que souvent les gens me disent bah, « Tiens, j'ai acheté un jouet et puis il a peur du jouet, mais je vais le laisser là. Je vais le laisser là dans le salon, il va s'habituer. » Faux, il ne s'habituera pas puisqu'il en a peur. Hein. Donc, vous allez voir que votre chien va émettre beaucoup de signaux d'apaisement. Et la conséquence peut être grave parce que tout simplement, il va perdre confiance en vous, hein, parce que vous ne le protégez pas. Il peut être mal chez lui, dans sa maison, puisque l'objet de la peur est là devant lui tous les jours, il le voit, mais il en a peur. D'accord ? Donc, il faut apprendre à comprendre nos chiens pour justement faire en sorte qu'ils vivent bien avec nous. Ça, c'est très important. Alors, je pense aussi, pour tirer des conclusions sur les intentions et l'état émotionnel de notre chien, ce qui est intéressant et ce qui est très bon à retenir, c'est d'analyser l'ensemble de la situation, hein, de voir un petit peu ce qui se passe dans l'environnement. Hein, puisqu'on parle de contact avec les congénères, de contact avec les humains, mais il y a tout ce qui est sonore, des bruits qui peuvent les déranger. Ça peut être une poubelle, ça peut être une voiture, ça peut être un camion, etc. Non, tout ça peut engendrer des signaux d'apaisement. Alors, si par exemple, je ne connais pas les signaux d'apaisement, je ne connais pas la communication canine et j'ignore ce que dit le chien, je ne vois pas quand il lève la patte ou quand il se lèche la truffe, quelles sont les conséquences sur mon chien. Hein. Eh ben, elles sont simples en fait, parce que le chien, il essaye de nous dire quelque chose, il dit mais là je ne suis pas à l'aise, fais quelque chose, bouge, dis-moi ce qu'il faut faire. Et en fait, ce que ça va engendrer chez le chien, eh ben, vous allez avoir un chien qui va devenir de plus en plus anxieux, va vraiment être très mal, car en fait, il n'arrive plus à s'apaiser en situation de stress. D'accord ? Ça, c'est le premier élément à retenir. Le deuxième, ça va engendrer une mauvaise communication entre vous et votre chien. Il essaye de vous dire des choses, vous ne voyez rien, comment il va communiquer ? La troisième chose, et ça c'est la plus importante, c'est que s'il n'arrive pas à communiquer avec nous, le seul moyen de communication qu'il aura à faire pour faire fuir tout ça, ça va être de mordre. Donc la seule communication qui restera, ça sera la morsure. C'est comme ça qu'on voit que des chiens, les gens me disent bah, il ne prévient plus avant de mordre, etc. Mais c'est que jusqu'à présent, il n'a pas été écouté. Et que le comportement de passer à la phase appétitive dans le comportement, c'est-à-dire de mordre, fait que ça recule. Moi, le chien, c'est bon, l'apprentissage est fait. C'est plus rapide. D'accord ? Donc, les signaux d'apaisement, c'est important de savoir ce que dit le chien pour justement l'aider à sortir de ce mal-être. Alors, je parle beaucoup de mal-être, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que des choses négatives au travers des signaux d'apaisement. Hein. Ça peut être aussi une montée en excitation. Pensez aux invités, il est content, il se secoue, bon voilà, il chasse le stress, et puis voilà, le trop-plein d'excitation. Et voilà, les signaux d'apaisement, ce n'est pas forcément toujours négatif. Alors, quand j'ai un chien, quand j'interagis avec mon chien, eh bien, comment donner des réponses au chien, hein? C'est-à-dire que je suis en train de parler à mon chien, il lève la patte, il n'est pas à l'aise, et puis comment je peux changer ça? Eh bien, tout simplement, si par exemple vous n'avez pas compris l'origine de ce qu'exprime votre chien, eh bien, vous pouvez répondre à l'identique, c'est-à-dire émettre vous des signaux d'apaisement. Alors, je ne vous dis pas de bâiller ou de vous lécher la truffe, hein, mais simplement, on peut détourner la tête, on peut détourner le regard, hein, justement pour apaiser le chien. On peut cligner des yeux aussi. Hein, ça déstresse et ça temporise le chien et ça lui permet aussi, lui, de trouver sa solution. Hein. Quand on fait, par exemple, un travail éducatif avec un chien, le chien, en fait, il va comprendre des mots. Mais ça ne fait pas partie de son langage. Le chien, il communique à travers des postures. Donc, qu'est-ce qu'il va analyser, votre chien? Il va analyser vos émotions. Ce que je veux dire par là, c'est que si je fais comme ça, il ne comprend rien, etc., le chien va comprendre notre émotion. Il va dire, oh là là, comment ça s'agacer, comment ça s'énerver, je ne trouve pas la réponse. Donc,
je ne peux pas commencer à être bien. Je ne peux pas être bien si je sais qu'en face de moi, la personne s'impatiente. D'accord? C'est ça qui est important. C'est que de temps en temps, quand vous êtes avec votre animal, faites des signaux d'apaisement pour justement le calmer. Alors, le mouvement du corps est important. Simplement, pour apaiser un chien, on peut marcher lentement, hein, ou effectuer des courbes, hein, comme ça. Et ça, c'est important. Ça permet d'avoir une approche sereine par rapport au chien. Hein. Ça le calme et ça le temporise. Par exemple, vous êtes sur un trottoir avec votre chien. En face arrive un chien. Alors, ça, les problèmes de trottoir, ça. Quand les chiens sont réactifs à un congénère, souvent j'invite à changer de trottoir s'il n'y a pas de travail éducatif là-dessus. Tant qu'il n'y a pas de travail dessus, je préfère que vous changiez de trottoir. Cependant, vous allez me dire, on ne peut pas changer de trottoir. Ce qui est important, c'est de marcher lentement, voire même d'effectuer des courbes, hein, pour aider le chien. Il y a un signal d'apaisement qui est intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est le chien qui va faire un appel au jeu. Et ça, on le rencontre beaucoup dans la communication canine. On va faire un rappel sur le chien. Donc, mon chien va, je vais dire « Kiki, viens !» etc. Puis, il n'écoute pas. Je vais répéter une deuxième fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Bon, au bout d'un moment, il faut arrêter de répéter. Bon, bref. Et puis, je vais m'énerver parce que je veux rentrer et que mon chien n'écoute pas. Et puis, je vais crier. Donc, forcément, le chien va regarder. Je vais dire « Viens ici, dépêche-toi, ici, viens là !» Comme ça, le chien va voir que le corps dit quelque chose. Il a compris qu'il fallait venir. Simplement, là, il voit les intentions de son maître et il se dit « Si je viens, je vais m'en prendre une, en fait. » Donc, il a peur. Que va faire votre chien? Il va se rapprocher un petit peu de vous et puis il va faire des appels au jeu. Comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il fait un signal d'apaisement parce qu'il veut vous modifier votre comportement. Parce que s'il vient, il va s'en prendre une, il a peur. D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Eh bien, simplement, émettre des signes d'apaisement, se baisser. Ça calme. Et puis surtout, changer de ton. Allez, viens. D'accord? Et ça, c'est important parce que vous stressez votre chien à faire un rappel pareil. Donc, les signaux d'apaisement, c'est la communication canine. Et si on n'écoute pas ce que dit notre chien, on va un petit peu droit dans le mur. Alors, nous, nos émotions à nous, souvent on se dit quand on choisit un chien, quand on choisit de vivre un chien, ce n'est pas forcément un choix de raison. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent les gens, ils prennent un chien pour combler un manque affectif. D'autres, ça va être pour avoir une compagnie. Certaines personnes, ça va être, je vais prendre un chien, je vais faire de la compétition, je vais faire des sports canins, etc. Et d'autres encore vont un peu trop humaniser leur chien. Il faut bien prendre conscience que c'est toujours au détriment du chien parce qu'on met un gros poids sur ses épaules. Hein. L'émotion du maître et l'émotion du chien sont étroitement liées. D'accord? Et ça, il faut vraiment comprendre. Si je suis en colère, mon chien va percevoir ma colère et va avoir peur, forcément. Si je suis contente, le chien va être contente, etc. Ils agissent en fonction de notre état émotionnel. Il faut savoir que souvent on dit que l'humain connaît le chien au bout de 5 ans. Et en fait, nos chiens, ils passent leur journée à nous observer. Ils reconnaissent nos attitudes, nos postures, nos comportements de colère, de gaieté, de tristesse. Ils savent nous lire, eux. Moi, ce que j'aurais comme reproche à faire à l'humain, c'est qu'on ne sait pas assez lire les chiens. Ou en tout cas, on se dit, c'est pas grave. Tout simplement parce que encore trop de personnes prennent le chien pour un chien objet. Ce n'est pas un objet, c'est un être à part entière, hein, et qui a réellement des émotions. Je pense qu'il faut apprendre un petit peu à respecter le chien, avoir une connaissance, apprendre à les lire, parce que du moment qu'on sait les lire, on sait agir en conséquence. Et en fait, le chien subit moins de l'humain. Alors, quand on vit avec notre chien, eh bien, tout simplement, ce qui est important, c'est de
de contrôler nos émotions. Ce que je dis aux gens, c'est quand on est avec notre chien, que ce fasse de l'éducation ou autre chose, c'est, excusez-moi, j'ai mal un petit peu, c'est de savoir contrôler nos émotions. Déjà, c'est de rester calme. On reste calme, on fait peu de mouvements. Les gens volubiles, etc., c'est pas bon pour le chien. Quand on veut interagir, quand on a une demande avec notre chien, ce qui est important, c'est de rester clair et précis. Le chien apprendra les mots, mais avant, il apprend des gestes et des comportements, qui seront associés aux mots plus tard. Mais c'est bien à nous de mettre notre chien dans la réussite, et pour ça, il faut rester clair. Si par exemple on est fatigué, on est énervé, il faut juste que le chien s'immerge pour l'émotion. Donc quand on est fatigué, quand on est énervé ou quand on n'est pas bien, on n'interagit pas avec le chien. Ce qu'il faut comprendre, si on parle d'individus, tous les individus, que ce soit les humains, que ce soit les chiens, les chats, peu importe, se rapprochent de ce qui est valorisant, ce qui est rassurant, motivant, et va s'éloigner de ce qui est toxique, voire même douloureux. C'est logique. Si moi, quand on m'apprend quelque chose, on me hurle après, on me tire par le bras, etc., je ne vais pas être dans des bonnes conditions pour apprendre. Et surtout, j'aurais peur de donner des réponses. Parce que si je donne une mauvaise réponse, on va me crier après ou on va me faire mal. D'accord ? Il y a aussi, en fonction de mon tempérament, si j'ai du caractère, j'en ai, si on crie après, ou qu'on me tire ou qu'on me fait mal, forcément, je vais répondre. Moi, je peux très bien mordre. Alors, moi, je ne vais pas mordre avec mes dents, mais le chien peut mordre. Il y a ça aussi. C'est que quand on ne respecte plus un individu, je ne verrai pas pourquoi l'individu devrait nous respecter. Le problème, c'est que si le chien est mort, c'est toujours au détriment de l'animal. Parce que l'humain ne se remettra jamais en cause. J'ai juste fait ça et il m'a mordu. Mais en fait, c'est la conséquence de l'accumulation de plein de choses. Alors, pour moi, quand on a un chien, le rapport de force, l'intimidation n'ont vraiment pas leur place. Ça, c'est la méthode des ignorants pour moi. Parce qu'on voit ça, par exemple, sur les animaux de cirque. Ça, c'est triste. Alors, tout le monde voit l'éléphant, je sais pas, se plier ou lever la patte ou faire le beau. Alors, tout le monde applaudit, etc. Ils sont ravis. Il faut savoir que les méthodes éducatives ne sont pas très cool du tout, du tout. Et le chien va apprendre par évitement, l'évitement d'une sanction, d'une douleur. Est-ce que l'animal aime réellement son dresseur? Est-ce qu'il est bien avec lui? Ou est-ce qu'il va lui obéir parce que derrière, il va s'en prendre un coup? Hélas, dans les méthodes éducatives ou dans le relationnel qu'on peut avoir avec notre chien, si on bascule, si on prend des raccourcis au travers beaucoup d'autorité, de vouloir écraser l'individu, effectivement, ça marche. On peut avoir un résultat. Mais le chien n'est pas bien, l'animal n'est pas bien. On ne peut pas dire qu'il va être heureux à côté de vous. Donc, si on veut être bienveillant, si on veut apprendre plein de choses à nos chiens, il faut apprendre à parler chien. Il faut savoir lire un chien. Il faut savoir l'écouter et agir en fonction de ce que nous dit le chien. Souvent, on voit lors par exemple, de balades, quand l'erreur qu'on peut faire, c'est, je sais que ça peut être un petit peu compliqué, mais souvent je dis que nos exigences sont nos échecs parce que on a le chien qui va un petit peu tirer lors d'une balade sur la laisse, etc. Mais lui, il répond simplement à quelque chose de naturel. Soit il veut aller voir le copain, il va tirer parce qu'il est content, soit il veut, je sais pas, il veut aller courir dans l'air, peu importe. Et là, alors que les gens font, ça va être de tirer sur le cou des chiens, etc. Il faut juste savoir que plus vous tirez, plus le chien tirera. Ça s'appelle le réflexe d'opposition. Si moi, on me retient pour aller par le bras, soit je vais faire comme ça, je fais c'est bon qu'on me lâche, ou soit je vais encore plus tirer.
c'est pas comme ça que je vais arranger mon souci. Et là, vous verrez que même l'aise, alors que rien qu'une traction de l'aise peut engendrer des signaux d'apaisement. Alors, je pense que prendre conscience que nos exigences sont nos échecs, c'est un peu dire que les chiens, ce n'est pas des peluches, que c'est des êtres vivants qui ont leur propre communication, hein, leur propre langage, que c'est bien l'humain de se mettre à la place du chien et non l'inverse, hein, et de prêter attention à ce que le chien dit et d'agir en conséquence. Pour moi, tout le monde est capable d'avoir un chien. Il faut se donner du temps et pas brûler les étapes. Ce qui est important de comprendre, c'est quand moi souvent on me dit, par exemple j'ai éduqué un de mes chats. On m'a souvent dit, ouais, les chats ça ne s'éduque pas. Mais si, tous les individus s'éduquent, on peut leur apprendre des petites choses. Moi, une de mes chattes, je lui ai appris le check parce que c'était intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai analysé mon chat, je l'ai observé avant de lui apprendre quelque chose. Je me suis dit, comment je peux amener le chat à produire tel comportement? Et qu'est-ce qui motive mon chat à faire lever la patte? Ils s'en foutent de savoir qu'il me fait le check. Les animaux, ce qui motive un animal, c'est ce qui suscite son intérêt. Alors souvent, les gens me disent, oui, donnez la friandise, le chien est intéressé. Bien sûr qu'ils sont intéressés. Moi, je ne travaille pas gratuitement. Personne ne travaille gratuitement. On est bien intéressé. Je ne dis pas qu'on est des big sous, qu'on a les billets à chaque fois. Mais ce que je vais dire, c'est que quand on veut interagir avec un animal, il faut trouver ce qui va le motiver à prendre. Parce que sinon, mon chat, lui, préfère rester dans le panier et dormir. Ce que j'ai utilisé, c'est des petites miettes de thon, parce qu'elle adore ça. Et en fonction de l'évolution, de l'apprentissage du check, j'ai tout décomposé pour amener mon chat à lever la patte, ceci dans le calme, sans énervement. Parce que le chat ne pouvait pas me dire « je comprends rien ce que tu dis ». C'est juste que quand j'étais un petit peu en échec, je me dis bah, « je suis peut-être allée trop vite ». Je me remets en question. C'est ça que je veux vous dire. Quand vous êtes avec un chien, souvent les gens me disent « ah, il est têtu, on ne peut rien en faire ». C'est pas qu'il est têtu, ça n'existe pas chez le chien. C'est l'humain qui a besoin de coller d'étiquettes parce que ça le déresponsabilise. C'est-à-dire, il est têtu, ce n'est pas de ma faute. Bah, non, ça n'existe pas. C'est que le chien n'est pas motivé. Pourquoi il n'est pas motivé? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous êtes avec votre chien, quand vous devez régler un problème, quand vous devez apprendre quelque chose à votre chien, c'est d'essayer de trouver ce qui va motiver le chien. Ah, ça c'est une chose très importante. La motivation de l'individu. Qu'est-ce qui va faire que le chien a envie d'apprendre? Qu'est-ce qui va faire que le chien a envie de... Quand je vais faire un rappel, il a envie de lâcher les copains pour venir vers moi. D'accord? Et ça, c'est tout un apprentissage et tout se décompose. On n'a pas un chien très obéissant sans investissement. Et il faut comprendre que dans les apprentissages, dans le processus d'un apprentissage, c'est des vraies montagnes russes. Je ne peux pas faire ça en 5 minutes. Hein. L'erreur que l'humain fait, parce que le chien ne généralise pas. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, le chien va apprendre à faire un assis à la maison, va me faire un assis parfait. Puis dans le jardin, il le fait moins bien. Et l'erreur humaine, ça dit, oh, ça m'énerve. Je fais le assis à la maison, il ne le fait pas dans le jardin. Il le fait exprès. Pas du tout. C'est que le chien, il a du mal à généraliser. C'est-à-dire qu'il est tout à fait capable de vous faire le assis dans la cuisine, parfaitement. Dans le jardin, c'est un autre contexte, c'est une autre difficulté. Il va falloir retravailler et baisser vos critères. Baisser vos critères, c'est ramener l'exercice au plus simple. Vous collez la friandise, je refais mon assis. Et ça sera à faire de même à l'extérieur de la maison. Après, en présence d'un chien, après, en présence de 2 chiens. Et quand on dit que l'apprentissage est généralisé, ça veut dire que le chien est capable de vous le produire en tout lieu, toutes circonstances. D'accord? Et ça, si nous, on ne sait pas que le chien fonctionne ainsi, on ne peut pas éduquer, on ne peut pas avoir des apprentissages en bienveillance. Et le lien ne peut pas être bon entre vous et votre chien. Ça, c'est important. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, tout le monde est capable d'avoir un animal. Il faut juste apprendre à le lire, à l'écouter et à adapter votre comportement. Donc, pour le petit mot de la fin, apprenez à observer,
à analyser, j'insiste bien, parce que le chien, il passe sa journée à vous parler. Voilà, je pense que j'ai un petit peu terminé. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Du coup, je suis un petit peu pas très à l'aise avec les chats, les choses comme ça. Je ne sais pas si Mathieu peut revenir pour m'aiguiller, pour m'aider. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Oh, voilà Mathieu. Non, il est parti. Je suis reconnecté, Marlène, mais je ne voulais pas faire d'interférence avec la réunion, donc j'ai pris un autre compte. Qui parle? Bon, c'est un petit peu bizarre. J'ai une connexion qui est vraiment instable. Alors, je vais essayer de prendre, voir s'il y a des questions. Alors, du coup, concrètement, comment réagir face à un chien apeuré en clinique? Ah, super. Débrouillez-vous. Non, je rigole. Alors, juste 2 petites secondes. Alors, quand on a un chien qui a peur en clinique, on parle de faire un travail plutôt de alors, il faut faire de l'habituation. C'est-à-dire que ça dépend de l'âge du chien déjà, mais moi ce que je conseille souvent lorsqu'on a un chien, c'est d'aller un petit peu en clinique et juste de rentrer dans la clinique et de ressortir. C'est de faire l'habituer le chien progressivement à aller dans la structure sans avoir de soins. Alors, je ne sais pas si le chien, là on me pose une question, je ne sais pas si le chien est apeuré par une mauvaise expérience en clinique ou si il a peur des chiens qui sont à l'intérieur, etc. Simplement, quand un chien a peur, il faut voir déjà son état émotionnel, si c'est réellement une peur, une appréhension, ou si c'est carrément de la phobie. Déjà, dans un premier temps, moi, j'irais avec des friandises et de rentrer, de regarder ce que dit mon chien, les signaux d'apaisement. Si vraiment il se lèche la truffe, je ne suis pas bien, je vais faire OK, je vais un petit peu attendre dehors, je vais faire des pauses, je vais ressortir, je vais revenir, je vais ressortir, je vais revenir jusqu'à ce qu'il arrive à rester un petit peu plus calme en salle d'attente. Voilà. Alors après, si je suis obligée d'aller faire des soins, c'est un peu plus compliqué parce que là, il faut bien y aller. Donc, moi, j'aurais tendance un petit peu à positiver un petit peu les chiens. Le chien, il monte sur la table, je mets une friandise, j'essaie d'apaiser, etc. Et je fais faire des pauses lors des manipulations. Mais quand un chien a peur d'aller en clinique, c'est d'abord, avant la consultation, de faire un travail en allant devant la structure, en rentrant, des fois sans rentrer, etc., pour que le chien accepte déjà de rentrer dans la salle d'attente. Voilà, donc j'ai perdu je ne suis pas très douée, je suis vraiment navrée. Il y a vraiment beaucoup de questions. Alors, du coup, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la personne qui m'a posé cette question. À la rigueur, quand j'ai répondu, ce serait bien que vous me remettiez si c'est bon ou pas. J'ai également des textes à lire. Alors, attendez. Alors, attendez. Alors, que faire pour le cas d'un chien phobique des aiguilles? D'accord. Moi, j'aurais tendance à mettre le chien au sol, parce que si c'est sur la table, oui, à détourner l'attention. Souvent, moi j'ai bossé quand même beaucoup en clinique vétérinaire, on avait un petit peu tendance à faire des petits bruits autour du chien pour qu'il regarde un petit peu ailleurs et que le vétérinaire puisse piquer. Et en général, c'était une méthode qu'on faisait beaucoup, nous, en clinique. Distraire le chien, on prenait des jouets, on faisait du bruit, le chien regardait, paf, ça pique, voilà. C'est un petit peu ça que j'aurais tendance à conseiller. Alors, attendez.
Alors, j'ai énormément de questions. Alors, c'est vrai que j'aurais préféré que finalement que ce soit en audio parce que c'est un petit peu compliqué pour moi. Alors, si l'objet est un humain, c'est compliqué de l'éloigner du chien puisqu'il vit dans son environnement, non? Je ne comprends pas la question en fait. Je suis navrée. Alors, j'ai un truc qui me vient parce que ça m'interpelle. Pour la question que je viens de lire, si la personne peut me reposer la question, je n'ai pas tout suivi. Alors, tu as une petite question. Ah, je vois qui c'est. Trop d'éducateurs canins emploient des méthodes coercitives sous les yeux complices de leurs clients. Ça, j'aime bien ça par contre. Alors, quand vous faites appel à un professionnel, la première chose, c'est de regarder la formation de votre professionnel. Quelles sont les formations qu'il a faites? Ça, c'est important. 2, ne touche votre chien que à la rigueur, ça c'est moi, c'est mon défaut, c'est pour faire un câlin. Hein. Bien sûr que dès que je vois qu'il y a un signal d'apaisement, j'arrête. Mais quand vous faites un professionnel, si le professionnel touche votre chien physiquement, mais partez en courant. D'accord. On n'a pas besoin de malmener un chien pour lui apprendre des signaux. Donc, les méthodes coercitives, qu'on appelle coercitives pour ceux qui ne savent pas, c'est de plaquer un chien, de secouer un chien. Ça c'est des vieilles méthodes qui n'ont plus lieu du tout, du tout. Un vrai professionnel, il parle, il chuchote même à votre chien. Pas besoin de parler fort, hein, parce que le chien entend les ultrasons. Et les cris et le matraquage du chien n'a pas lieu dans les apprentissages. Mais fuyez, hein, et surtout regardez les diplômes des personnes à qui vous faites appel. Ça, c'est important. La relation avec notre chien doit être la priorité en toutes circonstances. Il n'y a pas que l'homme qui peut être cause perdue. Ce pas des questions. Alors, je cherche des questions. Mais voilà, oui, des phrases, effectivement, quand on me dit, oui, quand il y en a qui adoptent des chiens pour leurs propres besoins, effectivement, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça se complique pour le chien déjà, hein, parce que s'il ne répond pas aux attentes de l'humain, ben voilà, hein, soit ça se terminera mal. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais simplement, s'il y a tant de chiens à la SPA, il faut se poser un petit peu la question pourquoi. Hein. Marlène, est-ce que tu m'entends? Oui, Oui, j'ai Marlène, du mal avec les questions parce que c'est tout petit. je te propose de lire les questions, si tu veux. Ah, je te remercie, Je fais ouais. le coup dans le chat. Alors, je reprends le fil. Oui, il y en a beaucoup. Première question, quand le chien tire sur la laisse, que faire si on ne doit pas tirer en retour, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, Marlène, et si le chien n'est pas réceptif en extérieur, ni aux friandises, ni aux caresses. Donc, je répète la question, quand le chien tire sur la laisse, que faire si on ne doit pas tirer en retour? Faire appel à moi. Non, je rigole. Bon, c'était facile. Oui. Je vais être casse-pied que j'ai fait un petit peu l'embrouille, mais repose-moi la question, s'il te plaît. C'est Alors, quand si le chien tire en laisse à l'extérieur? oui, que faire puisque tout à l'heure tu as dit qu'il ne fallait pas tirer, qu'il fallait éviter de tirer sur la laisse justement. Donc, quelle est la méthode? Alors, je peux vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, parce que pour le but de la conférence, c'est pas de dire ce qu'il faut faire et que ça soit fait n'importe comment. Hein. Je pense que si le chien tire en laisse, ce qu'il ne faut pas faire, c'est tirer en retour sur la laisse. Mais s'il ne prend pas la friandise, là, ça m'interpelle un petit peu. S'il ne veut pas de caresse, etc., il faut voir un petit peu ce qui se passe dans la tête du chien.
tirer en laisse pour le chien, c'est pas anormal. Hein. Enfin voilà, si vous courez vite, voilà, mais le chien va répondre à un besoin. D'accord. Donc normalement, pour l'apprentissage de la marche en laisse, c'est tout un protocole où on apprend déjà pas le au pied déjà, mais le chien à marcher avec une laisse que j'appelle une laisse sourire. Donc, pour répondre brièvement, moi, ce que j'invite, c'est que s'il tire, la personne n'a qu'à faire demi-tour. Tu as quelqu'un là? Merci Tu es Marlène. là? Oui, oui, je suis là. Oui, Le micro dès que tu de faire parles. demi-tour, mais c'est de balancer un outil comme ça, mais voilà, ça ne suffira pas à mon avis. La méthode de la marche en laisse est bien plus complexe dans l'apprentissage parce que tout simplement, on apprend à les décomposer par un relationnel déjà entre le maître et le chien qui est analysé. Ce qu'on nous on fait dans ce qu'on fait, c'est on regarde le binôme maître-chien parce que s'il tire en laisse, il faut voir ce que fait le maître derrière. Quel est le contexte, etc. Parce que peut-être que le travail de la marche en laisse peut se faire déjà dans un environnement hypostimulé, parce que si on veut le sortir et qu'au loin il y a des copains, bah, c'est trop distrayant pour le chien, il n'est plus capable. S'il ne prend pas les friandises, ça veut dire que c'est trop puissant pour lui. Donc il faut baisser les critères et ramener le chien dans un apprentissage, dans un contexte hypostimulé, c'est-à-dire, je ne sais pas, devant la maison, dans une cour, dans un pré, etc. Merci Marlène. Deuxième question, comment réagir aux aboiements de notre chien sur des personnes? Quels signaux d'apaisement lui donner? Alors j'ai une autre question qui rejoint la précédente. Par exemple, le chien qui aboie au portail, comment réagir? Bah, ça dépend de la race. Alors là, la question, en tout cas, c'est pas Bon, précis. alors, les aboiements, c'est un comportement naturel chez le chien. Alors, si c'est un chien de garde, c'est normal qu'il aboie au portail. Après, ça dépend si ce seront des aboiements intempestifs, etc. Hein. Moi, j'ai deux bergers, deux chiens de berger. Je peux vous dire que j'ai deux bons gardiens. Moi, ça ne m'embête pas qu'ils aboient au portail. Simplement, ils n'aboient pas toute la journée. Alors, après, si on pose la question, ça veut dire que c'est dérangeant pour le propriétaire. Donc, ça veut dire qu'il y a encore d'autres problèmes sous-jacents. Hein. Il n'y a pas de… Vous voyez, par exemple, là, on me pose des questions. C'est qu'en fait, on pense que j'ai la baguette magique. C'est pas que je ne veux pas répondre. C'est qu'on me dit, mon chien aboie, je vais demander à un professionnel et elle va me donner une solution, ça va régler mon problème. C'est faux de penser déjà comme ça. Parce qu'en fait, les aboiements, il faut en trouver pourquoi. Alors, s'ils sont intempestifs, s'ils sont trop forts, trop réguliers, etc., c'est que ça dénote déjà d'un autre problème. Et que l'aboiement, c'est la conséquence déjà de quelque chose, c'est le résultat. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je n'aurai pas d'outils à dire il faut faire ça pour la marche en laisse, il faut faire ça contre les aboiements, il faut faire ça contre la destruction, etc. J'ai des idées, mais je n'ai pas la baguette magique pour résoudre le problème là à l'instant T. C'est pas que je ne veux pas répondre, mais c'est que simplement, c'est que ça ne se fait pas comme ça, ne serait-ce que pour le chien. Merci Marlène. Une autre question, comment interpréter les chouinements permanents, peu importe la situation, d'une cocker? Elle a quel âge? Alors, ce n'est pas précisé dans la question. Alors, la question vient de Lauriana, si vous pouvez préciser éventuellement votre demande, s'il vous plaît. Alors, le problème, vous voyez, par exemple pour cette question, pour la question, on me parle de chouinement. Ça, alors, c'est pas méchant, attention. Hein. Ça, c'est l'interprétation humaine. Voilà, c'est des chouinements. À la rigueur, ce qui peut être intéressant, et je préfère à la rigueur qu'on filme le comportement du chien, que je puisse l'analyser pour vraiment répondre à cette question-là et avoir, à la rigueur, parler du cas de cette petite chienne. Bon, effectivement, c'est pas tout. Enfin, c'est les chouinements. Je peux présumer que quand on menotte chouinement, ça peut être des pleurs. Hein, mais c'est mieux pour moi pour répondre clairement aux questions, c'est que ce soit filmé, que je puisse voir et étudier un film, le voir réellement, voilà, c'est que si le chien il pleure comme ça, c'est pas normal. Mais c'est un Merci peu compliqué Marlène. de répondre comme ça. Hein. Oui. Autre question, ma chienne bâille dès qu'elle est en voiture en faisant de gros bâillements sonores. Pourquoi? Comme ça, je viens de le faire. C'est ce que je comprends en tout cas, Marlène.
Mon barrage, moi et mes films, on veut dire que je suis casse-pied. Oui, bah, ça veut dire que la chaîne est pour les en voiture. Hein. On a du bâillement, on a peut-être d'autres signaux d'apaisement. Souvent, les chiens, ils n'expriment pas comme nous, on pense. Ce que je veux dire par là, c'est quand un chien va être comme ça, on va se dire, un chien, il n'est pas bien. Mais elle peut être droite dans la voiture et se mettre à bâiller. Bon, ça peut être le véhicule, ça peut être le bruit du véhicule, ça peut être le visuel qu'elle voit, qui passe vite, etc. Donc, le chien n'est pas forcément à l'aise dans la voiture. Et il faudrait faire un travail d'apprentissage de la voiture, même si le chien est âgé. Si, par exemple, je prends Sam, Sam, qui est un berger américain que j'ai adopté un peu plus d'1 an et demi, quand je l'ai adopté, dès qu'il voyait la voiture, il bâillait, il n'était pas bien. J'ai mis 1 mois à lui faire accepter la voiture. Alors, je ne sais pas pourquoi il était comme… Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu quelques éléments de réponse. Je sais que la personne qui l'avait avant avait un petit peu tiré sur la laisse. Pas de jugement. Hein. Quand on ne connaît pas leur comportement canin, quand on ne connaît pas les méthodes éducatives, les gens ils font bien comme ils peuvent. Il n'y a pas de jugement à avoir. S'ils ont tiré sur la laisse, ils pensaient bien faire. C'était un bébé, etc. Cependant, ça a eu des graves conséquences pour Sam. C'est que pendant 1 mois, il avait peur, il bâillait dans la voiture. Et là, il a 1 an et demi. À chaque fois qu'il monte dans la voiture, c'est pas pour avoir des choses agréables, c'est des choses agréables. C'est des choses toujours très agréables. C'est pour aller en balade, c'est pour aller au travail avec maman, c'est pour avoir les copains, etc. Et je vois bien dans le rétroviseur que Sam baille. Mais même s'il accepte, je sais qu'il n'est pas à l'aise dans la voiture. Mais malgré tout ce que j'ai fait, mis des friandises, des oreilles de cochon, des choses comme ça, eh ben, je compte un petit peu maintenant, malgré tout le travail que j'ai pu mettre avec Sam, je compte sur l'habituation et le fait qu'avec le temps, en grandissant, il puisse un petit peu accepter la voiture. Donc le chien qui bat et qui fait du bruit comme ça, c'est qu'il n'est pas à l'aise dans le véhicule. Donc il faudrait à la rigueur décomposer. Moi j'aurais tendance à, si la personne habite dans une maison, etc., c'est d'approcher de la voiture et de donner une friandise, de tout décomposer, de le faire monter dans la voiture, de donner une friandise sans que le moteur démarre, après démarrer la voiture sans que ça roule. Vous voyez, il faut tout décomposer en fait. Et voir si les signaux baillent. Mais ça aurait été intéressant de connaître son âge à ce chien. Merci Marlène. Autre question. La chienne de ma maman court souvent autour de sa queue. Que cela signifie-t-il? Ça peut être de l'ennui, ça peut être un trouble du comportement, ça peut être du jeu. Voilà, donc en fait, alors moi, ça reste, moi personnellement, quand le chien fait ça, j'ai un peu tendance à traiter ça avec le mépris parce que si j'y prête attention, le chien peut se dire tiens, elle fait attention à moi, je vais le refaire. Hein. Faut faire attention à comment le chien va le prendre. Tant qu'il n'y a pas tant qu'il n'y a pas d'atteinte de la queue, parce que quand même dans certains troubles du comportement, on a carrément des chiens qui arrivent à s'attraper la queue et vraiment à se l'abîmer. Hein. Donc voilà. Donc ça peut être forcément, ça peut être du jeu, ça peut être de l'ennui. Et puis de traiter ça plutôt par mépris si c'est pas très régulier en fait. Merci Marlène. Comment faire le rappel de son chien qui préfère tous les stimuli plutôt que de revenir vers moi avec friandise et voix enjouée? La maîtresse de Perceval et Lancelot. D'accord. Alors, quand on fait un travail éducatif avec nos chiens, que ce soit pour le rappel, vous allez voir qu'on ne peut pas lâcher le chien et le laisser aller voir les copains, puis après se dire on va rappeler. D'accord. Moi, ce que je fais quand on travaille avec un chien, moi, je vous invite à faire du rappel dans la cuisine, tout simple. Ça va faire appel à tout le monde. Je m'amuse au moment de la gamelle je prends l'exemple de Lancelot, je dis tiens, Lancelot vient, hop, le chien vient, je donne une croquette. Je m'en fous si son bol alimentaire, je peux bien le distribuer comme je veux. Puis je vais me déplacer avec le bol, la gamelle de croquettes, et puis je vais faire du rappel béton dans la cuisine. Ensuite, je vais faire pareil dans le jardin. Ensuite, je vais faire pareil en laisse. Et après, avec une longe, petit à petit, jusqu'à pouvoir le libérer. Mais je vais faire du rappel sur 1 mètre. 1 mètre béton, je peux aller faire du rappel sur 2 mètres. 2 mètres béton, je vais faire sur 3 mètres et je décompose. L'erreur à faire, c'est de prendre le raccourci. J'ai du 20 sur 20 dans la maison, je libère, je mets comme distraction les congénères, l'espace, etc. Le chien ne va pas venir. Et s'il ne vient pas,
ça ne sert à rien de crier, de s'énerver, il faut se rapprocher et aller le chercher. Merci Mais là-dessus, Marlène. effectivement, si ça coince au niveau du rappel, peut-être se faire aider par un professionnel pour vous aider. Mais sinon, il faut tout décomposer. De toute façon, tous les exercices en éducation se décomposent. Je pense que les gens, ils oublient cette notion-là, c'est que le chien généralise mal. Pensez toujours à ça. Il est capable de faire quelque chose dans la cuisine, il est capable de faire quelque chose dans le jardin. Et puis en présence de congénères dans un parc à chiens, on oublie tout parce que c'est pas qu'il veut pas ou qu'il se ouais, parfois il préfère les copains, mais ce que je veux par là, c'est c'est une incapacité. L'apprentissage, il n'est pas terminé, je peux pas lui demander. C'est un peu comme si moi j'apprends à faire du vélo dans la cour de mes parents, vous savez, avec les patinettes, et que du jour au lendemain mon père décide de les enlever, bah, je me casse la figure. Il faut qu'il y ait un apprentissage. Alors peut-être qu'il va me dérégler les patinettes pour que je puisse avoir cette notion d'équilibre avant de les enlever définitivement. Mais on ne passe pas de but en blanc comme ça. Ben, un peu l'éducation, c'est un peu ça. On ne peut pas se dire, bon, j'ai travaillé 5 minutes ou une petite semaine ça, et je peux le lâcher, le libérer et l'appeler sur congénère, en fait. Tout se décompose. Et n'oubliez jamais que l'éducation d'un chien, c'est vraiment des montagnes russes. On ne s'est jamais lissé, en fait. Merci Marlène. Notre chien de 6 mois mord, alors je pense que vous vouliez dire mordille, pour attirer notre attention. Comment changer cette habitude? Bon, pour y répondre, si vous savez déjà que c'est pour attirer votre attention, eh ben, levez-vous, quittez la pièce. Moi, je ne réponds pas à ça. Mais 6 mois, ça fait tard. Je veux bien que ce soit quand c'est des chiots, je veux bien. Moi, j'aurais tendance à dire quitter la pièce. Ou à la rigueur, les problèmes dentaires à 6 mois, il n'y en a plus, presque plus. Vous pouvez réorienter ce besoin masticatoire en lui donnant quelque chose à mâchouiller. Ça, c'est intéressant parce qu'on oublie les besoins naturels des chiens. Hein. Le chien a une mâchoire. Hein. Le chien, c'est un prédateur. Il a une mâchoire qui est faite pour mordre, arracher, déchiqueter. Alors, quand ils mangent des croquettes dans leur gamelle, ce besoin, il n'est pas comblé. C'est pour ça que les chiens, ils ont un peu tendance à… Si vous avez remarqué que les chiens mangent beaucoup de bouts de bois parce que cette matière, elle est idéale, elle est à la fois dure et en plus, ils peuvent la casser. Donc, quand on a à 6 mois un chien qui a autant de mordillements, c'est peut-être pour attirer l'attention, peut-être. Mais ce que je proposerais plutôt, c'est de fournir une activité masticatoire à mon chien. C'est-à-dire lui acheter un jouet résistant. Il y a un truc qui est bien, c'est les sabots de bœuf ou les bois de serre, les choses comme ça. J'aurais tendance à lui donner ça en activité pendant un quart d'heure, 20 minutes, lui retirer, le cacher, puis redonner dans l'après-midi. Le faire 2 fois par jour pour voir si c'est un besoin masticatoire ou si c'est réellement un besoin d'attention. Si le chien me mordit, que je fais non, arrête, paf, il a accès à ce qu'il voulait. Donc, dans ces cas-là, j'aurais tendance à dire il me mordit, je me lève, je quitte la pièce. Merci Voilà. Marlène. Faut-il privilégier le harnais ou le collier en promenade? Alors, moi, j'aurais tendance à dire le harnais, vous savez pourquoi? Parce que les gens, ils tirent tous sur la laisse. S'il n'y a pas de… quand le chien a appris le comportement en laisse, harnais ou collier, peu importe, parce que pour moi, c'est pas censé, ça s'attire pas. Mais quand le chien… je préfère le harnais, je le conseille beaucoup aux clients parce que comme ça, je sais qu'ils ne vont pas tirer, qu'ils ne vont pas écraser la trachée du chien. Merci Voilà, je Marlène. ne sais pas si j'ai… Pardon, je ne sais pas si tu Oui, avais terminé Marlène, excuse-moi. oui, c'est bon. Alors, on a une autre question qui est très intéressante. En cette période de confinement, avec un chiot de 6 mois environ, la reprise d'activité peut être compliquée à gérer et l'apprentissage de la solitude aussi. Cela peut-il se rattraper sans trop d'anxiété? Alors ça va être effectivement… ça va être un problème. Parce que moi, ce que j'avais conseillé à mes clients qui m'appelaient, c'est pas trop changer le mode de vie à la base du chien. Parce que effectivement, quand vous allez reprendre le travail, le chien, vous avez non-stop, ce qui va faire que la solitude va être frustrante pour lui.
et que ça peut avoir des effets néfastes sur vos meubles, voire même sur lui-même. Il y a des chiens qui peuvent en être anxieux. Alors, moi, ce que je conseille, après, il faudra voir comment ça se passe, mais c'est que quand vous devez partir au travail, vous allez devoir partir au travail lundi, par exemple, je pars à 7h30, je vous invite par exemple, à 7h15 à lui faire des bisous, des câlins. Au revoir mon chien, bonne journée. D'accord. Après, restez le temps de vous préparer pendant un quart d'heure en ignorant votre chien. C'est-à-dire que vous êtes là que visuellement. Il vous voit, c'est un départ progressif. Et au moment de partir, d'enrichir l'environnement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au moment de partir, ça sera le moment de donner la gamelle, de positiver votre départ. Que le chien, il se dise, oh, maman s'en va, mais moi j'ai faim, je vais avoir ma gamelle, et de laisser des jouets d'occupation. Hein. Et qu'effectivement, l'après-confinement, on peut être amené à gérer des soucis de frustration, d'anxiété de séparation, des choses comme ça. On s'y attend un petit peu quand même. Hein. Mais à ce moment-là, s'il y a vraiment trop de destruction, de dégâts, il faudra faire appel à un professionnel pour mettre des petites choses en place, en fait. Hein. Merci Marlène. Quand le chien est terrorisé par des bruits soudains comme les coups de fusil, feux d'artifice et se cache n'importe où dans la maison, quelle attitude à avoir pour l'aider? C'est pas rigolo, ça. Oui, oui, parce que du coup, c'est pas prévisible, hein, bien sûr. Alors, on peut essayer de désensibiliser le chien. Il existe, je crois qu'on vous trouvez ça sur Internet, des CD, je ne sais même plus, ça n'existe plus, CD. Des CD audio, hein, où c'est des enregistrements de sons différents. Et de faire cette habituation en votre présence. C'est-à-dire qu'au moment de la gamelle, vous pouvez mettre des bruits de pétards, de tonnerre, d'orage, de feux d'artifice, mais sur un volume relativement bas et lui donner à manger. Et en fonction des jours, d'augmenter le volume. Ou même, par exemple, vous cuisinez, vous mettez… Alors, pour nous, c'est désagréable, hein, mais de mettre ceci en fond, ça permet un petit peu de l'habituer lorsqu'il y aura un orage, en fait. Mais après, toujours pareil, ça dépendra de son âge et depuis quand il a peur des orages. Voilà. Merci Marlène. Mon chien, donc un border collie, a peur du vent, elle tremble, ne dort pas, ne sort plus faire ses besoins. Que faire? Alors, les éléments, en général, la plupart des chiens, souvent certains chiens, ça les excite, ça les… vous allez me dire, on ne peut pas régler la puissance du vent. Alors, on ne va pas parler de médicaments non plus, c'est un peu compliqué. C'est un petit vent ou des vents violents ou carrément, parce que si c'est vraiment des vents violents, je peux le comprendre, ou c'est simplement un petit vent léger? Alors, c'est pas précisé, Marlène, dans la question, malheureusement. On va partir du Parce principe que que, c'est un vent violent, peut-être. oui, Certainement. parce que par exemple, moi, quand il y a beaucoup de vent, enfin même nous les humains, quand il y a beaucoup de vent, on savait que les cheveux ils volent, etc. C'est désagréable pour nous. Donc effectivement, pour les chiens, ça peut l'être. Il y en a qui ne craignent pas. Mais si le chien craint et… ah oui, je le vois là, c'est un border. Ouais. Oui. Là-dessus, j'aurais tendance un petit peu à m'amuser avec un ventile. Enfin, m'amuser, c'est relatif dans mes propos, mais j'aurais tendance à habituer ce border à un ventilateur qui donne du vent et à faire une désensibilisation là-dessus, déjà. Pour voir un petit peu comment le chien réagit en fait. Hein. Et je pense dans ce cas-là, si la personne veut régler son problème, c'est plutôt de faire appel pour cet exercice à un professionnel qui va désensibiliser le chien en fait. Moi, ça ne me choque pas que les chiens aient peur du vent, mais si vraiment ça gêne cette personne, moi, spontanément, l'idée qui me viendrait, c'est que je commencerais déjà dans la maison, lieu de confort, avec un ventilo, l'habituation déjà à l'objet, hein, et puis après à mettre un petit peu le chien devant ce ventilo pour voir comment il réagit déjà au vent artificiel, quoi. Mais Merci. dans ce cas-là, s'il tremble et ne dort pas en plus, ouais, c'est profond quand même, hein, c'est phobique. Hein, donc du coup, là, il faut faire appel à un professionnel. Ouais.
Autre question, ma chienne croisée Griffon de 2 ans aboie de façon agressive sur les chiens qu'on croise et tire pour aller sur eux quand elle est en laisse, alors qu'en liberté, elle n'est pas du tout agressive. D'accord. Ça, on le rencontre beaucoup, hein. On le rencontre, on le rencontre beaucoup. Moi, je pense qu'il faut apprendre à cette chienne à croiser d'autres chiens en laisse. Alors là, il faut faire pareil, rebelote, appel à un professionnel pour travailler le croisement et puis savoir à quelle distance elle se déclenche, hein, pour qu'elle accepte. C'est pareil, cette chienne, quand elle se déclenche, elle est à distance ou pas? Non, on n'a pas la réponse? Oui, oui, là, Non. on n'a pas trop. Parce que si la chaîne, ça dépend de la distance à laquelle elle se déclenche. Et c'est pareil, hein, il faut faire appel à. Je vais avoir des réponses un peu comme ça, mais elle tire en laisse parce que ça me fait penser à de la frustration. Elle frustre la chienne en bout de laisse, elle veut voir les copains. Certains chiens s'énervent, elle pourrait même mordre, hein, certains chiens, parce que c'est le copain, alors qu'en liberté, tout va bien en fait. C'est simplement un travail de laisse qu'il faut faire avec cette chienne. Une petite précision, Marlène, dans le chat, quand vous parlez de professionnels, s'agit-il seulement d'éducateurs ou aussi de vétérinaires ou d'éducateurs ou vétérinaires comportementalistes spécifiquement? Quand je parle de professionnels, je parle de particuliers, d'éducateurs canins, comportementalistes. Hein, des gens, je ne parle pas de clubs canins, je suis navrée pour les clubs, hein, mais pour avoir un travail spécifique. Après, effectivement, moi je travaille beaucoup en lien avec des vétérinaires comportementalistes parce que notre travail est complémentaire. Quand on doit régler un trouble du comportement, il y a mon travail à moi et le travail du vétérinaire comportementaliste pour venir, tous les deux corps de métier, pour venir en aide aux chiens. Pour en venir au club canin, il faut savoir que dans les clubs canins, ce sont tous des passionnés de chiens qui œuvrent pour vous venir en aide, qui sont là par passion. Hein. Et ça, c'est vraiment très bien. Alors, tous les clubs canins ne sont pas, parce qu'on fait une grosse stigmatisation sur les réseaux sociaux, que voilà. Moi, je connais un club canin où j'ai rencontré des éducateurs qui travaillaient avec leur cœur, leur tripe. Et moi, je trouve ça très bien. La seule nuance, c'est que malgré tous les efforts qu'ils peuvent mettre en œuvre, ils ont une trop grosse collectivité. Et certaines fois, pour certains individus, la collectivité est trop distrayante pour qu'il y ait apprentissage. C'est pour ça que quand votre chien, alors déjà, pour les gens qui travaillent en club, ils ont l'œil avisé, donc ils savent quand le chien il n'avance pas, qu'il y a un souci, ils savent le percevoir et dire bon, bah voilà, là, c'est plus notre sort, c'est plutôt un privé qu'il faut voir. Vous, en tant que propriétaire, quand vous êtes dans un club, si vous voyez que le chien il n'avance pas, ou qu'il régresse, etc., c'est quelque chose qui ne va pas. Peut-être que la collectivité n'est plus suffisante pour lui, qu'il faut le retirer, peut-être pour y revenir plus tard, en fait. Moi, j'ai fait une petite parenthèse sur les clubs canins parce que ils sont un petit peu stigmatisés et tous ne sont pas en méthode coercitive. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Marlène. Êtes-vous pour ou contre la caisse de transport à la maison? Avec Quenelle, entre autres. Alors, oui, non. Oui, non. Pour l'apprentissage de la propreté, elle est très bien. Mais alors, après, c'est moi personnellement. Hein, moi, j'ai beaucoup de clients, les chiens vont dans leur caisse de transport. Quand c'est bien travaillé, la caisse de transport, elle est acceptée, c'est très bien. Voilà, c'est juste moi, personnellement, j'ai du mal à mettre ça, mes guests, dans une caisse de transport parce que ça m'appartient à moi. Moi, je leur ai appris à rester à leur place. Un peu pareil. Hein. Ils sont pas fermés, ils ont un coussin. Quand je leur dis d'aller à leur place parce que je l'avais par terre, je ne veux pas qu'il y ait des pattes de chien de partout, ils vont à leur place. Mais j'ai rien contre j'allais dire la mallette de transport. Le varicanel, pardon. Non, non, s'il est bien travaillé. Hein, ça, je ne prends pas le chien pour le mettre dans le varicanel de force. Mais les chiens, ils adorent. Moi, j'ai beaucoup de clients qui mettent leur chien dans leur varicanel. C'est leur lieu à eux. C'est très bien. Et quand c'est bien travaillé. Non, moi, j'ai rien contre. Merci Marlène. Comment travailler son chien alors qu'on a un deuxième chien qui veut lui aussi travailler?
toujours la maîtresse de Perceval et Lancelot. Je suis navrée pour la question parce que j'étais en train de lire un chat. Pardon. Je me suis égarée là parce qu'on m'a mis un bisou Marlène. C'est pour ça que je me demandais qui c'est qui me. Navrée. J'écoute là. Pardon. Comment travailler son chien alors qu'on a un deuxième chien qui veut lui aussi travailler? Alors, quand on fait l'entraînement avec, je l'ai avec Sam et Guess, forcément. Quand je devais faire un travail spécifique avec Sam, Guess venait pas avec nous. Donc, soit, par exemple, Guess, elle restait dans la maison, puis moi, j'allais dehors avec Sam. Mais au départ, ça peut être frustrant pour le deuxième chien. Si moi, je m'occupe que de Sam, eh ben, Guess, ça peut être comme ça, puis observer, être frustré, etc. Donc, j'ai tendance à dire, soit les apprentissages sont acquis par les deux chiens, puis je peux pas m'amuser à faire un assis, puis voilà, jeter une balle. Voilà. Mais il faut les séparer, en fait. C'est mieux. Merci. Parce que Oui. juste, si Perceval est entraîné et que Lancelot regarde, et il va se dire, oh, bah, lui, il a des friandises et pas moi, il va être frustré, il va être pas bien. Et Lancelot peut être gêné par la présence de Perceval. Merci Voilà. Marlène. Nous allons bientôt avoir notre chiot dans moins d'une semaine. Bravo. Comment faire pour qu'il passe la meilleure nuit possible? Oui. Alors, elle est intéressante cette question parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur l'arrivée d'un chiot. Faut voir que le chiot, il vit avec sa mère, sa fratrie, ses humains d'attachement, etc. Et nous, on va aller les enlever de tous leurs points de repère. C'est déchirant pour le chiot. Hein. Malgré tout l'amour qu'on va leur donner, parce que nous, on est super excités d'avoir enfin le chiot qu'on attend, ça va être traumatisant pour eux. Donc, moi, ce que je conseille, c'est les premières nuits, de le prendre avec vous dans la chambre. Alors, je ne dis pas le mettre dans le lit sous la couette. Je dis simplement que préparez un petit couffin au pied du lit à côté de vous. Souvent, il fait chaud, mais ce que j'ai pas là, vous remplissez une bouteille d'eau, vous faites comme une bouillotte. Hein, vous vérifiez au niveau de votre poignet si vous tenez la bouteille, comme pour les bébés, vous pouvez mettre au chiot, fermez-la bien, l'envelopper dans une serviette, mettre des doudous, etc. Je pense que c'est mieux pour le chien. Et puis, il a bien le temps d'avoir des règles de vie. C'est un bébé qui arrive, qui aura besoin de ses points de repère. On pense à tort qu'il faut les laisser pleurer, que ça passera, ou les traumatiser en fait. Quand j'ai eu Sam, il est resté une semaine dans ma chambre. Et puis après, quand j'ai vu qu'il commençait à vaquer ses occupations la nuit, qu'il me réveillait, c'était temps que pour lui, au bout d'une semaine, il était passé un petit peu à autre chose et il était temps qu'il dorme dans le salon. Donc maintenant, il dort dans le salon. Merci Marlène. Ma chienne a peur de l'orage et lors de ce moment, elle devient totalement hystérique. On n'arrive pas à la calmer. Avez-vous des conseils? Pour l'orage, il y a un truc qui peut à la rigueur marcher, c'est le rescue, les fleurs de bac. Vous mettez là, ça c'est bien. Mais c'est pareil, moi j'aurais tendance à faire un gros travail en amont. Si le chien se met dans un état émotionnel comme ça, c'est pas bon. J'aurais vraiment tendance à récupérer sur Internet des bruits d'orage et le mettre en bruit de fond progressivement. Lors des repas, lors de choses agréables que je peux faire avec mon chien, jouer à la balle et des choses comme ça pour l'habituer en fait. Merci Et Marlène. si vraiment ça passe pas, ça dépend, mais après il faut avoir après plus au loin, voir un vétérinaire comportementaliste pour voir si on peut pas mettre un petit traitement le temps de faire ce travail-là. Mais c'est un orage, ça reste des choses ponctuelles, donc du coup, j'aurais un petit peu tendance à faire comme j'ai dit précédemment, écouter des sons en bruit de fond et puis faire des choses agréables à ce moment-là, à la lecture des sons. Merci Marlène. Alors, je complémente un petit peu la question parce que c'est une question qui revient souvent. Moi, j'ai vu en clientèle en tant qu'ASV ou même en cours. Est-ce qu'il faut les rassurer ou au contraire les ignorer? Quand, Moi, je suis présente. Je ne suis pas non plus à les caresser, à les caresser. Il faut faire la distinction entre un comportement et les émotions. D'accord? Et les comportements, je peux les renforcer.
D'accord, je peux renforcer un comportement d'assiette. Une émotion, je ne peux pas la renforcer. Donc, je ne peux pas lui apprendre à mon chien à avoir peur. Donc, si je suis à côté de mon chien, etc., et que je le caresse, ça ne veut pas dire qu'il aura encore plus peur. C'est que je suis là pour lui. Donc, moi, je reste quand même à côté de mon chien. Hein. Mais je ne vais pas passer tout l'orage à le caresser. Je ne vais pas forcément surprotéger, vous voyez ce que je veux dire, accentuer les choses, mais je serai là pour mon chien en disant que moi, je suis à l'aise, tu devrais être à l'aise, en fait, c'est tout. Hein, mais je ne veux pas lui dire de se débrouiller non plus. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui. Merci Marlène. Une autre question. J'ai une question concernant ma chienne. Quand je lui parle, elle plisse très souvent les yeux et approche sa tête de la mienne, parfois jusqu'à poser sa truffe contre moi. J'ai l'impression que c'est un signal d'apaisement, mais je voudrais en savoir plus sur cette gestuelle. Merci d'avance. C'est ça qui fait qui plisse les yeux, là. Pas, ça peut être un signal d'apaisement, mais il n'est pas forcément négatif à ce moment-là. Dans ce qui est décrit, c'est bien. Enfin, pour moi, hein. Pas Bien. le chien qui va mettre sa tête, qui va faire comme ça. Après, c'est toujours pareil, c'est ce que je vous disais précédemment, ça dépend du contexte, de ce qui se passe autour. Mais moi, comme je le lis là, comme je le comprends, c'est un chien qui va en faire un câlin, qui fait comme ça, voilà, c'est pas négatif comme signal pour moi. Mon chien se sauve et je ne sais pas pourquoi, même après une longue balade. C'est quoi comme race? Non, c'est pas indiqué. C'est pas Ah, indiqué. zut. Bon. Euh, C'est un berger allemand malinois, a priori. D'accord. Donc, en fait, il a fait une longue balade et après, il se sauve. Il se sauve, a priori, même après les longues balades. Oui, c'est ça. D'accord. Personne confirme. Donc, la fugue chez le chien, c'est souvent le chien qui. Vous allez me dire, ça va surprendre, mais c'est comme ça. C'est le chien qui s'ennuie, d'accord, ou où il y a une femelle en chaleur dehors. Donc ça, c'est les choses liées à la fugue. Alors peut-être que l'activité de Malinois n'est pas suffisante, ce qui fait que malgré la longue balade, dès qu'il rentre, eh ben, la première chose qu'il a envie de faire, c'est de se carapater en fait. Euh, je pense qu'il serait important de combler peut-être ce manque d'activité par des activités intellectuelles à côté. Moi, c'est ce que je ferais. Pas forcément, moi non plus, se dire, mon Malinois, il a besoin d'1 heure et demie de balade par jour, je vais faire 1 heure et demie de balade par jour, vous voyez. Donc, j'aurais tendance à proposer des activités plutôt intellectuelles à côté si c'est lié à de l'hypoactivité. C'est Merci bon là? Marlène. Oui, oui, merci. Je suis en train de regarder. Alors, il y a des questions qui ressemblent beaucoup aux précédentes, donc je suis en train de faire le tri en même temps. Alors, comment réagir face à un chien qui réclame sans cesse de l'attention, mais il me semble que tu y as répondu, Marlène. Euh, Le chien Notamment, qui réclame sans cesse de l'attention, moi j'aurais tendance à donner des séances d'attention à mon chien. C'est-à-dire quand moi je l'ai choisi, je te fais des câlins, je te fais des bisous, c'est le moment entre nous deux, etc. Et du moment que je vais à mes occupations, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Parce qu'après, ça peut devenir addictif pour le chien et puis ça va être de pire en pire. Je ne réponds pas forcément aux demandes d'attention de mon chien parce que sinon, après, s'il n'a pas accès à moi, il va être frustré, il ne va pas être bien. Donc, j'aurais quand même tendance à. Moi, j'ai des moments de câlin avec ça, mes guests. J'ai des moments où je partage du temps avec eux. Et puis, en dehors de ça, quand je suis en visioconférence, ils ne sont pas avec moi. Donc, il faut un temps pour tout. Et je pense que dans ce cadre-là, il faudrait mettre des règles, dire bah, là, je te fais un câlin, tu es avec maman, ça dure le temps que ça dure, peu importe la durée. Quand tout le monde est bien rassasié de l'un de l'autre, et ben vous vaquez à vos occupations. Au milieu, s'il vient réclamer, moi, je vaque à mes occupations. Ah, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. merci Marlène. Une autre question. Mon chien Django ouvre la porte de ma chambre le matin dès que mon amoureux part travailler. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne le fait plus, mais je voudrais savoir pourquoi il a cette attitude. Ça va, Django? Déjà, il n'a pas ouvert la porte, Django. Voilà, il n'a pas ouvert la porte.
Le chien se permet un petit peu à un moment donné, il profite que monsieur ne soit pas là pour ouvrir la porte. Dès que mon amoureux… Ça ne veut rien dire particulier, ça veut dire simplement que le chien il a envie de venir voir sa maîtresse, en fait. Hein. Après, je pense que ce qu'on oublie, moi, ce que j'aime bien quand j'ai tous mes animaux, que ce soit mes chats ou mes chiens, il y a des règles à la maison, c'est structuré. Parce que pour moi, on ne peut pas vivre en collectivité, humain, chat, chien, sans cadre de vie. Le cadre, ça ne veut pas dire que je suis psychorigide, clac, clac, clac. Pas du tout ça. Il y a des règles. Voilà. C'est que mes chiens, ils n'ouvrent pas la porte. Ils attendent que je leur ouvre. Mais moi, je suis là pour faire attention à leurs besoins, savoir quand est-ce qu'ils ont envie, etc. Et je pense que là, pour Django, c'est un problème pour moi de règles de vie. Et qu'il faudrait que Manu me passe un petit coup de fil et puis je lui dirai ce qu'il faut faire. Merci Marlène. J'ai un berger australien de 1 an et demi qui par moment en balade s'arrête et on peut voir une patte ou deux trembler. Comment dois-je interpréter ça? Peut-être qu'il y a eu une mauvaise expérience à un endroit donné sur le lieu de balade. Parce que s'il tremble, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc, peut-être que sur ce lieu de balade, soit il y a eu un mauvais événement, une bagarre de chien, enfin lui, il s'est bagarré avec un autre chien. Si ce n'est pas le cas, ça peut être un problème d'odeur. En tout cas, il y a quelque chose à un moment donné. Est-ce qu'il s'arrête toujours au même endroit ou pas? Alors, c'est n'importe où, même sur un nouveau lieu. N'importe où, a priori. C'est-à-dire que le chien se balade n'importe où et à un moment donné, il s'arrête et il tremble. Alors, on va voir si ça J'ai bien compris? En tout cas, moi, c'est ce que je comprends également. Sans Je l'ai rarement explication, rencontré. Hein? sans explication, a priori, il s'arrête en pleine balade et tremble. D'accord. Il est en laisse, il n'est pas en laisse, il a couru, il s'est excité. Bon, C'est un peu… Vous voyez que les questions, oui. c'est compliqué de répondre à des questions. On prend le truc, on sort du contexte parce que ça peut être, il vient de courir, qu'il est super excité, ça peut être un problème d'odeur, ça peut être un peu… Il manque des éléments, là, c'est un peu compliqué, là. Très bien. Je suis navrée. Je trie puisqu'il y a beaucoup de questions. Alors peut-être aussi, il est peut-être mal sur ses aplombs. Hein. Moi, je ne sais pas, ça peut être un peu un problème physique. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il positionne ses pattes et ça le fait trembler. Un peu compliqué là, oui. à répondre parce qu'il manque des éléments. Tout simplement, il manque beaucoup d'éléments. Alors, par rapport au chiot, donc Sarlos, comment c'est possible de l'habituer à des bruits extérieurs, donc la ville, sans qu'il puisse en avoir peur toute sa vie? Je n'ai pas compris la question. Alors, par rapport au C'est un chiot, c'est ça? Oui, un chiot. Il a peur ou il n'a pas peur? Comment c'est possible de l'habituer? Oui, il a peur, a priori. Alors, il a quel âge? C'est un chiot, c'est ça? Oui, tout à fait. Il a 3 mois. C'est un chiot qui va… Pardon? Il y a 3 mois. D'accord. Et donc, en fait, quand il va dehors, il a peur? Oui, quand il y a des bruits extérieurs, oui. D'accord. Et comment la personne elle sait que c'est de la peur? A priori, surtout en ville ou en promenade, hein, la personne est en train d'écrire en même temps. Alors, comment décrire, enfin, oui, comment vous voyez que c'est de la peur? Oui, ça serait intéressant de le voir, enfin, de le savoir. Plus souvent, nous, on met le mot peur, c'est pas forcément de la peur. Bon, je vais essayer quand même de répondre en partant sur la peur. Les cuisses. Pardon? Il se couche et a la queue entre les cuisses. D'accord. Bon. Si c'est un chiot de 3 mois, je vais en choquer plus d'un. Moi, j'aurais tendance au départ à descendre mon petit loup, voir le mettre en laisse, et puis de temps en temps le prendre dans les bras. Moi, j'ai porté ça plein de fois. Ça ne va pas faire un chien encore plus peureux, hein, ça c'est faux de penser comme ça. Mais c'était juste de temps en temps, quand il n'était pas bien, je ne vais pas le laisser dans sa peur. Pensez-moi là, avec la peur des rats, je ne vais pas l'exposer, le laisser. S'il est dans cet état émotionnel, moi je prends mon bébé et puis on y va ensemble, on traverse. Tu as les voitures qui passent, tu as les camions, ça fait du bruit, nanana. Je banalise un peu.
je le repose un peu au sol. Si l'état émotionnel n'est pas bon, bah, je l'enlève un peu et je rentre en fait. Je le ferai une habituation progressive, mais il a 3 mois. Alors, je ne sais pas la race, si c'est un gros chien ou pas, parce que si effectivement la dame a un dogalement de 3 mois, c'est pas pareil qu'un chien au bout de 3 mois pour les porter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faut pas, quand on a un chien, il ne faut pas penser qu'il va s'habituer avec le temps. En bout de la s'il comme ça, il se couche sur le trottoir, quand même. Hein, c'est quand même déjà fort. Donc portez-le pendant un petit peu de temps. On remet par terre. Si l'état émotionnel n'est pas bon, moi je rentre, ça suffit. La sortie est suffisante. Je ne sors pas un chiot pendant 1 heure ou 2. Hein, c'est plutôt beaucoup de fréquences, mais pas de très longue durée, pour pas que le chien se dise oh, on va sortir, je vais avoir peur, parce qu'après ça va être ça, c'est qu'après que la personne va prendre sa veste, ah bah non, elle va prendre la laisse, ah bah non, 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 moi je veux pas les deux là. C'est vraiment que de faire ponctuellement, voire même de prendre dans les bras. Moi c'est ce que je conseillerais. Merci Marlène. Bonjour, mon chien est très possessif vis-à-vis des balles, bâtons. Il peut devenir agressif envers les chiens qui s'approchent de lui et de cet objet. Que faire? Il faut lui apprendre alors déjà, c'est pareil, c'est du comportement naturel. Pour moi, c'est pas aussi grave que ça. Il n'est pas obligé de céder tout. S'il a trouvé un, un bout de bois ou un jouet, je ne verrais pas pourquoi il devrait le partager avec les autres. Bon, soit, on va dire que la maîtresse ne veut pas. Moi, j'aurais tendance à travailler le rapport d'objet béton, c'est-à-dire que je le généraliser et lui apprendre à tu laisses. C'est-à-dire que moi, j'ai appris à ça, m'a laissé un objet. Un peu de la protection de ressources. Hein. C'est pas un peu, c'est de la protection de ressources. Donc, j'aurais tendance à dire à mon chien, allez, tu laisses, et puis qu'il lâche l'objet, et puis qu'il le laisse aux autres, en fait. Merci. Et pour moi, c'est pas vraiment. Moi, les chiens, vous savez, là, dans ce cas-là, c'est les chiens, ils communiquent entre eux. Quand Guess, elle trouve un bout de bois et que Sam veut aller lui piquer, elle lui fait voir les dents, elle lui grogne après. Si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. J'interagis pas forcément. Alors peut-être que la personne est gênée par rapport aux autres chiens. Moi, j'aurais tendance à dire, bah, ma chienne, elle a trouvé un bout de bois ou mon chien a trouvé un bout de bois. Il n'aime pas trop qu'on aille lui prendre. C'est aux autres de faire attention à son chien. Tu lui fais voir les dents, c'est pas bien grave. Bon, après, si la personne ne souhaite pas ce comportement-là, eh ben, lui apprendre le tu laisses, c'est abandonner l'objet. Et ça, c'est pareil, c'est un travail éducatif. Une autre question de Lucille. En tant qu'ASV, lorsque nous sortons un chien hospitalisé pour la pause urine-selle qui est anxieux et qui a du mal à re-rentrer dans la cage, y a-t-il une méthode pour le remettre dans la cage plus tranquillement? C'est-à-dire que le chien, il est en soins vétérinaires? Oui, il est hospitalisé, il est anxieux, l'ASV le sort pour aller faire ses besoins à l'extérieur et pour le remettre dans la cage, bah, ce chien, a priori, fait un peu de résistance. Comment faire? Ouais, bah, tous. Je crois qu'en 18 ans d'ASV, je n'ai pas vu un chien rentrer tout seul dans sa cage. Non, je rigole. Non, je voyais que la potence, le chien. Non, je blague. Ouais, alors déjà, c'est très bien cette question. C'est-à-dire que la personne qui s'occupe de chien a à cœur de son bien-être, chose qui n'était pas à mon époque. Hein. Oui, effectivement. Après, ça dépend si le chien a le droit de manger ou pas. Je ne sais pas si ça existe toujours, le AD en clinique. Ça coûte Oui, cher, mais le ça AD, existe ça existe toujours. toujours ou pas? Oui, 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 tout à fait. Ouais. Ouais, moi, j'ouvrirais une boîte de AD pour le faire sentir et puis d'en déposer au fond de la cage. Alors, le problème, c'est quand ils sont en clinique, c'est qu'ils sont malades. Quand ils sont malades, ils ne mangent pas bien, etc. C'est un petit peu compliqué. Il faudrait, honnêtement, dans le contexte soins vétérinaires, dans ce cas-là, il aurait fallu faire un entraînement au chien à rentrer dans une cage. Tu vois ce que je veux dire? Je tutoie Oui, vous et pour la personne qui a posé la question, il aurait fallu que le chien soit entraîné avant pour qu'on lui dise ta place ou cage ou maison pour qu'il y aille. Mais odeur, douleur, personne étrangère, c'est un peu compliqué entre nous. Hein. Sauf si il est attiré par le AD qu'on a un chien gourmand. Parce que souvent, moi, je l'ai fait quand j'étais en clinique, de tendre la gamelle, parce que de faire comme ça pour le chien. Alors moi, c'était plutôt l'inverse, c'est les chiens qui ne voulaient pas sortir de la cage. Donc, je n'avais pas envie de tirer le chien pour qu'il aille faire sa sortie. Mais dans ce contexte-là, où il y a beaucoup, beaucoup d'émotions avec
pas de personne de confiance. Hein. Je ne dis pas que la SV n'est pas, mais voilà, il n'y a pas de personne d'attachement. C'est un peu compliqué dans ce cas-là. Ouais. Alors, bonjour, ma Moi, chienne. j'aurais tendance pareil. Enfin, je vous coupe. Hein. Oui. Je te coupe. J'aurais tendance peut-être à le porter, même si ça ne résout pas mon problème, à le porter pour le ramener dans la cage, en fait. Alors, j'ai une autre question. Bonjour, ma chienne n'accepte de rentrer dans la maison quand on l'appelle à venir au pied que lorsque l'on l'appelle. Alors, je vais la relire autrement la question parce qu'il y a des fautes de frappe. En fait, c'est une chienne qui n'accepte de rentrer dans la maison que lorsque l'autre chien est appelé au pied avec une friandise. Que faire, s'il vous plaît? C'est-à-dire que le deuxième chien ne rentre que si le premier est bien au pied du propriétaire. Si j'ai bien compris la question. Alors, on a un chien, il y a deux chiens. Donc, il y a un chien qui est Oui. au pied du propriétaire et le deuxième chien ne veut pas rentrer si le chien n'est pas au pied. Alors, on a un chien qui est dehors et qui ne veut pas rentrer. Oui, a priori, c'est ça. Voilà, la personne a Alors, répondu. le chien est je t'embête, tu peux me relire la question? Le chien est dehors? Alors, le chien est dehors et donc est appelé par son propriétaire et ce chien-là n'accepte de revenir au pied que si l'autre chien vient au pied avec une friandise. Voilà, c'est un problème relationnel entre les deux chiens. Donc, il y en a un qui doit impressionner l'autre, non? Alors, la personne est sur le chat, a priori, vous nous confirmez Ah, si on a bien répondu. Est-ce qu'il n'est pas sourd? Alors, quel âge ils ont? j'ai pas. La première a 8 mois Ouais, et le second 15 ans. d'accord. Donc, suite 15 ans, s'il n'est pas au pied, la chienne de 8 mois ou le chien de 8 mois, il ne rentre pas. On attend la confirmation, qu'on ait bien compris. Oui, c'est ça. D'accord. Et les deux chiens entre eux, leur relationnel, il est comment? Très bon. Parce que moi, ce que ça me fait penser, c'est que suite 15 ans et pas sous contrôle de l'humain, suite 8 mois, il ne veut pas rentrer. Parce que s'il n'est pas sous contrôle de l'humain, le chien de 15 ans, il fait quoi? On ne sait pas. Alors là, pour l'instant, non. Parce que si la personne, si elle appelle les deux chiens, on va dire, imaginez que le chien de 15 ans rentre en premier, que celle de 8 mois, elle ne veut pas rentrer, mais il fait quoi le chien de 15 ans? Il est où par rapport entre la maîtresse et celui de 8 mois? Alors, la personne a marqué le chien de 15 ans obéit. Oui, oui, très bien. Elle vient bien au pied et obéit. Oui, mais moi, ce que je veux savoir, c'est la position du chien. Le chien de 8 mois, il reste dehors, d'accord? Il ne rentre que lorsque le chien de 15 ans est au pied, si j'ai bien compris. Ça veut dire que lorsque le chien de 15 ans obéit à l'humain. Ce que je veux Oui. savoir, c'est si le chien de 15 ans n'est pas conditionné au pied. Que fait le chien de 15 ans? Si, par exemple, elle appelle son chien de 8 mois et le chien de 15 ans, il fait quoi s'il n'est pas au pied? Alors, j'attends la réponse. On n'a pas de réponse pour l'instant. Ah. Bon, c'est une question à creuser. Non, parce que si le chien de 15 ans il est debout devant la porte, etc., il peut physiquement juste intimider celui de 8 mois qui va un petit peu attendre que madame, peut-être que le chien de 8 mois n'est pas à l'aise à ce moment-là de rentrer ou de passer devant le chien de 15 ans, je ne sais pas. Alors, la personne a Moi, ça me fait répondu, pas. le chien de 15 ans ne bouge pas puisque l'ordre ne s'adresse pas à elle. On va passer à une autre question. Non, mais. Non, non. Le chien de 15 ans ne bouge pas. Ok. Donc, le chien de 15 ans est carrément dans une pièce à côté? A priori. D'accord. Elle me dit oui. D'accord. Il faut travailler le rappel avec le chien de 8 mois, en fait. Alors, ce qu'il faut faire, il faut se mettre devant la porte d'entrée, par l'intérieur de la maison. Vous allez travailler la porte fermée dans votre dos et rappeler le chien de 8 mois. Et petit à petit, l'amener au plus près de la porte. Quand vous allez ouvrir la porte, faire du rappel et retravailler, à mon avis,
Oui, oui, c'est un peu complexe, mais c'est pas grave. Je pense, moi, ce que j'aurais fait, c'était tout décomposer le rappel, parce que peut-être qu'à un moment donné, quand le chiot de 8 mois est passé, peut-être qu'il s'est fait mal à la patte à ce moment-là. En tout cas, il y a une impréhension avec peut-être de mauvaises associations d'idées. Le chien, en fait, fait des apprentissages par association. Ça, c'est intéressant finalement, parce que ça m'a lancé sur un truc. Ce que je veux dire par là, c'est que si mon chien revient en rappel et puis, je ne sais pas, n'importe quoi, il met la main sur une épine, il voit sa maîtresse, il voit le chien de 15 ans, puis il a eu mal à la patte. Imagine. Le lendemain, la maîtresse va le rappeler. Il va monter, puis là, il va se dire, oh là là, la dernière fois qu'elle était comme ça, que l'autre était à côté, etc., j'ai eu une douleur. Donc, il peut avoir un petit peu une appréhension à rentrer dans la maison, en fait. Même si, mais peut-être qu'il y a des choses qui nous échappent. Moi, je parle, l'exemple d'une douleur. C'est sûr qu'il n'y avait pas de douleur, parce que la personne nous le dirait. Mais en tout cas, il y a dû avoir quelque chose qui fait que le chien n'est pas à l'aise dans ce contexte-là. D'accord ? On n'aura peut-être pas la réponse. Pourquoi ? Simplement, ce que moi, je ferai mon rappel et je décomposerai, j'irai dehors, j'appellerai mon chien, après j'irai au plus près de la porte, après j'ouvrirai la porte, je rappellerai mon chien et j'irai à l'intérieur, je décomposerai tout. Une question, alors ça va peut-être être difficile pour toi, Marlène, on va essayer. J'ai une chienne qui a été battue et maintenant elle est mal à l'aise en permanence. Même chez moi, que me conseillez-vous pour la soulager? Alors je dis difficile pour toi, Marlène, je rectifie, c'est plutôt par rapport au contexte, il y a peu de précision. Oui, il y a peu. Alors, si elle n'est pas à l'aise avec l'humain adoptant, moi j'aurais vraiment tendance à aller voir un vétérinaire comportementaliste pour voir un petit peu, peut-être mettre un traitement en place pour un petit peu calmer ses émotions, hein, pour pouvoir faire de l'attachement avec mon chien en fait. Je ne sais pas si. Euh, Alors, mes voisins ont à peu près 10 chiens de races différentes, et avec des furets et des canards, chats. Les chiens passent leur temps à aboyer euh, à longueur de temps. Est-ce normal? Car c'est Ouais. vraiment tout le temps, à toute heure. Ouais, ouais, le problème c'est que le voisin il a 10 chiens, alors je ne sais pas. Non, après, il faudrait que aller voir le voisin, parce que si c'est du non-stop, effectivement, je ne pourrais pas habiter à côté de ce voisin personnellement. Et pourtant, moi, j'adore les animaux, hein. Mais je pense qu'après, il y a des limites quand même à aimer. Et 10 chiens, plus tout ça, c'est un peu une ferme non contrôlée, ce que j'ai tendance un petit peu à dire. C'est que, ouais, s'ils aboient, c'est qu'ils non-stop, c'est qu'il y a de l'ennui, c'est que, voilà, c'est peut-être qu'on s'en occupe pas assez de ces chiens-là. Bon, c'est un petit peu exagéré dans ce que je dis, mais bon, voilà, c'est 10 chiens qui aboient non-stop, j'imagine l'énervement de la personne. Parce que moi, personnellement, ce n'est pas des choses que je supporterais très, très, très longtemps quand même. J'irai voir la personne en me disant, c'est pas la peine d'avoir 10 chiens pour les laisser enfermés sur un terrain et puis les laisser aboyer toute la journée. C'est pas une vie pour les chiens. Quand même pas exagérer. La réaction de Marlène. Une question de Noémie, je vais y répondre. Est-ce qu'on verra d'autres points sur la communication ou ça sera que des questions-réponses jusqu'à la fin de la visioconférence? Donc, il n'y a que des questions-réponses jusqu'à la fin. On a terminé le thème sur la Alors, conférence. Il y en aura peut-être d'autres qui seront proposés dans les prochaines semaines ou mois. en fait, moi, je n'ai pas réussi à mettre ma. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il y avait un document que je n'ai pas du tout réussi à mettre dans le chat. Je ne sais pas pourquoi, hein. Vous allez aller sur Internet et taper signaux d'apaisement. D'apaisement, c'est D apostrophe A-P-A-I-S-E-M-E-N-T. Vous tapez signaux d'apaisement et puis vous allez voir dans images, vous avez des petites photos, des images pour voir ce dont je vous ai parlé. Et puis il y avait une vidéo, une vidéo des signaux d'apaisement. Je vais le mettre dans le chat. Je ne sais pas si ça marche parce que j'ai pas de chance. Là, vous l'avez. Si tu mets le lien, Marlène, ça devrait fonctionner. C'est-à-dire que c'est une vidéo YouTube. Tout à fait. Alors, Oui. moi, c'est une vidéo que j'adore particulièrement parce que ça reprend des signaux d'apaisement et ça permet un petit peu de faire un petit quiz à la fin
Et ça reprend un petit peu ce dont on a parlé aujourd'hui. Comment Voilà. accueillir un chiot quand il y a d'autres animaux, chien de 6 ans, chat de 9 ans et un chaton de 3 mois? Comment communiquer avec chacun? Bon, alors déjà, les chats entre eux, ça ne posera pas de problème. Il y a quoi, il y a quoi, un chat? Un chat de 9 ans et un chaton de 3 mois. Après, moi, j'aurais tendance à laisser faire les animaux entre eux. Hein. Après, le chien de 9 ans, le chien de 6 ans, s'ils n'ont pas de soucis particuliers, il n'y a aucune raison que le chiot se fasse mordre. Ils vont communiquer entre eux, ils vont se faire des signaux d'apaisement. Voilà, moi, j'aurais un peu tendance pour le moment à traiter ça avec le mépris sans penser à des conséquences dramatiques, en fait. En général, les choses se passent bien. Hein. Les chiens sont équilibrés quand même. Hein. Ce n'est pas non plus des chiens, les chiens ne sont pas mordeurs. C'est très rare de voir un adulte qui attaque un chiot, c'est pas normal. Parce que naturellement, l'adulte protège. Euh, les chiots, c'est la survie d'espèce, c'est inné chez eux. Donc, il n'y a pas de raison qu'un chien aille mordre un chiot. C'est bon pour le. Pour les questions, alors je relis, il y a beaucoup de questions où tu as déjà apporté les réponses, Marlène, et puis bon, on va peut-être clôturer maintenant les questions-réponses. Alors après, je ne sais pas, Marlène, si tu veux donner quand même tes références, si jamais des personnes veulent prendre attache avec toi ou non. Oui, bien sûr. Après, je suis pas. Voilà. Après, vous pouvez voir donc mon site internet Anima Coach. On a aussi une page Facebook. Là, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis, s'il y a des questions, bah, pas hésiter à m'en faire part. Alors, j'ai une dernière question d'une étudiante vétérinaire qui voulait savoir en fait si tu avais de la documentation à conseiller, enfin, un auteur en particulier pour pouvoir justement s'améliorer dans le domaine du comportement canin. Oui, j'ai plusieurs livres. Alors, attendez, deux secondes. Alors, je vais chercher un petit peu des. Alors, il y a celui-ci que j'aime bien de Thierry Bedoza, Comportement et éducation du chien. Alors, je ne sais pas si tout le monde le voit. On voit bien là. Oui, oui. Donc ça, il est vraiment intéressant comme livre. Bon, ça, c'est pour faire des petits tours avec son chien. Il y a le livre il y a Jacinthe Bouchard, hein, que j'aime particulièrement, l'approche de qu'elle a du chien. Il y a des choses aussi très intéressantes, je vois passer, c'est Demain de maître, qui ont vraiment développé beaucoup de cours en ligne, etc., que j'aime beaucoup. Il y a Cliquer pour calmer de Emma Parsons, ça il est bien ce livre, hein, pour les chiens réactifs, etc. Tout le monde voit bien ce que je fais ou... Oui, peut-être qu'on pourra le noter dans le chat, Marlène. Oui, bah alors du coup, je le noterai, oui. Alors, ma page Facebook, c'est ça, je crois. Voilà. Ou plutôt, non, c'est Anima Coach, en fait, la place. Oui. Moi, je pense que j'ai bien noté. Il y a tout ce qui est... il y a tout ce qui est fait au clicker. Hein, la méthode du clicker training est vraiment une belle approche du chien. Voilà. Je pense que là, on a fait un petit peu le tour, parce qu'après, c'est un peu des trucs un peu plus complexes sur les trucs du comportement. Donc voilà. Ah ouais, Thierry Drugas, oui. Bravo. J'avais oublié. Tapez sur Internet Thierry Drugas, il y a aussi des belles choses.
Bon, C'est eh tout bien, bon? merci Marlène d'avoir répondu. Alors, on s'excuse par avance, il y a des questions peut-être qui sont passées un petit peu à la trappe, mais on répond vraiment aux questions. Bon, il y a des questions plus difficiles que d'autres qui nécessitent quand même d'avoir un peu plus de précision. Euh, et Bon, donc, on après, espère. on peut me contacter. Après, c'est vrai que quand les gens sont, si vous êtes frustré de ne pas avoir eu la réponse adéquate, je vous invite vraiment à me contacter et ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Peut-être que je vous demanderai des vidéos parce qu'il y a quand même des questions auxquelles je n'ai pas été peut-être assez précise, mais c'est parce que je n'ai pas assez d'éléments. Donc après, sans problème, je vous répondrai avec plaisir en fait, hein. Bon, eh bien, en tout cas, je tiens à te remercier, Marlène, pour cette visioconférence. Merci à toutes et tous ceux qui ont participé. Et donc, peut-être à bientôt sur un nouveau thème avec Marlène. Euh, voilà. Je prendrai des cours hein, pour les connexions, etc. Les aléas du direct, hein. On fait comme on peut Ouais. dans cette période de Covid. Bon week-end à toutes et tous et à très bientôt, Marlène. Oui, merci à tous. Au À revoir. bientôt.